Et si vous pouviez travailler de n'importe où dans le monde, ou juste de chez vous, sans prendre les transports en commun, sans passer des heures sur la route si vous habitez à la campagne, avec juste un ordinateur, une connexion internet, pas d'horaire, pas de patron, ou en tout cas avec des horaires que vous aurez choisis et des clients que vous aurez également choisis, on vous le souhaite, en faisant des tâches créatives, techniques, sympas, ou en mobilisant des compétences que vous aimeriez exprimer aujourd'hui et en gagnant bien votre vie, tout ça, c'est possible grâce à WordPress. Sans faire d'études longues, sans apprendre à coder, sans faire forcément du graphisme, et même si vous partez de zéro. Alors comment c'est possible? Eh bien en fait, toutes les entreprises ont besoin d'un site internet. Sinon, on ne les trouve pas sur Google, et sinon, elles laissent plein de place à leurs concurrents. Alors vous allez me dire que toutes les entreprises ont déjà un site internet. Non, pas forcément. En plus, il y a 1 million de créations d'entreprises par an en France, et ce serait oublier tous les sites qui sont un petit peu vieillots et qu'il faut refaire à peu près tous les 5 ans. Et il se trouve que WordPress est le meilleur outil pour faire des sites internet aujourd'hui. Il est utilisé sur quasiment un site sur 2 dans le monde. Et en plus de ça, on peut faire des sites simples, donc des sites vitrines, ou des sites plus complexes, comme des boutiques en ligne. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui plein d'opportunités pour les freelances qui veulent entrer dans le marché. C'est le cas des dizaines de personnes qu'on forme tous les mois, qui avaient des postes salariés, qui étaient ingénieurs, qui étaient ouvriers, logisticiens, qui avaient envie d'une vie plus créative, qui voulaient changer totalement de métier parfois, et qui aujourd'hui arrivent à remplacer leur salaire, à vivre grâce à WordPress, et qui peuvent ainsi travailler d'où ils veulent et quand ils le veulent. Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode en 4 étapes pour pouvoir lancer son activité de freelance WordPress en 6 mois et ainsi vivre de son activité. Le tout sans diplôme et même si vous êtes débutant. Allez, c'est parti. La première étape, et vous vous y attendez forcément, c'est tout d'abord les compétences techniques. Effectivement, il faut apprendre à faire des sites avec WordPress. Mais hélas, beaucoup de personnes s'arrêtent à cette première étape et ne vont pas plus loin. C'est pour ça que leur activité ne décolle pas et qu'ils ne peuvent pas en vivre ensuite. Alors forcément, il faut apprendre à utiliser le logiciel, il faut comprendre les noms de domaine, les hébergements, les certificats SSL, tout cet aspect un petit peu installation, configuration. Mais il faut aller au-delà. Il faut comprendre également le référencement naturel, il faut comprendre plein de règles autour de l'optimisation de performance, de la sécurité, donc pas mal de compétences très techniques si vous voulez. Donc là, je vais vous présenter la première étape, mais sachez que finalement, c'est la quatrième, la plus importante, c'est elle qui change tout. Du coup, quand on démarre dans WordPress, et notamment avec la profusion de tutos et de vidéos gratuites, on va passer énormément de temps à suivre les vidéos de l'un, les tutos de l'autre, les comparer, voir que ça ne dit pas exactement la même chose. Et puis, on va avoir quelque part une formation un petit peu décousue. Alors on se dit, il faut encore plus de vidéos, encore plus de tutos, il faut encore plus se blinder. Mais au final, c'est pas comme ça qu'on va avoir des compétences et des connaissances qui vont être bien utilisées dans le bon ordre. En fait, quand on sent qu'on a déjà suivi, plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures de formation et qu'on n'est toujours pas sûr de ses compétences, c'est qu'il faut se dire stop. En réalité, il vaudrait mieux repartir de zéro avec un programme structuré qui aura les choses de A à Z et pas un truc où on va voir un tel dire ABC, l'autre D, mais aussi B et A. Il vaut mieux se dire, allez, je mets tout à plat et je prends quelque chose tout droit. Sauf que cette fois-ci, on ne perd pas de temps à se redire ou à réentendre les mêmes choses un petit peu différemment. Une fois que vous aurez trouvé votre source d'information, votre source de formation, vous allez pouvoir commencer à créer les compétences techniques. Nous, on les voit de façon très verticale. Et tout en haut, au début, il y a forcément l'installation et la configuration de WordPress. Alors, c'est ultra facile de nos jours de l'installer et tout ça, mais avoir les bons réglages dès le début pour que le site soit correct en fait et tienne dans le temps, c'est pas forcément gagné. Et d'autant plus que parfois, on va rajouter d'autres éléments et tout va s'effondrer parce qu'il y aura des conflits. Donc il faut déjà que ça, ce soit nickel. Après, on va pouvoir ajouter des thèmes, on va pouvoir ajouter des extensions. Et ces éléments-là vont permettre à un site, du coup, d'être beau d'un côté et riche en fonctionnalités de l'autre. Là aussi, avec de bonnes sélections, de bons outils, on évite les conflits et on a un site qui est très pérenne dans le temps. Mais ça, ce serait oublier le constructeur de page, ou en tout cas l'éditeur de contenu que vous allez utiliser, dans lequel vous allez passer le plus de temps en tant que webmaster. C'est là où vous allez mettre les textes, les images, que vous allez faire vos mises en forme, vos sections. Et donc là aussi, c'est un élément crucial parce que finalement, si vous choisissez le bon, il va correspondre à votre façon de travailler, il va vous accompagner, vous allez gagner en efficacité, en productivité, et petit à petit, vous allez faire des sites de plus en plus beaux, de plus en plus rapidement. Mais après, il y a aussi la sécurisation. Le fait qu'il y ait toujours des sauvegardes d'un site, qu'elles soient à distance, qu'on puisse forcément les récupérer, restaurer un site s'il est cassé, qu'on puisse également s'assurer qu'il n'y ait pas d'attaque sur le site, qu'il ne se fasse pas pirater. Tous ces éléments-là sont ultra importants pour, là encore, la pérennité du site, pour qu'il puisse exister après sa livraison et surtout
des années après. Il y a encore une compétence technique qui est super intéressante, c'est l'optimisation des performances. Le fait que même quelqu'un qui est dans la campagne avec juste de la 3G puisse voir rapidement un site sur son téléphone. Pour ça, il faut faire pas mal d'optimisation un petit peu dans tous les sens, mais dès qu'on a ça, dès qu'on sait bien le faire, alors tous nos sites sont rapides et il y a ce petit effet waouh, il apparaît instantanément. Mais du coup, ok, au début on va installer WordPress sur un serveur, mais on pourrait aussi installer WordPress en local, on pourrait travailler sur son ordinateur, faire des pré-prod potentiellement, on pourrait aussi migrer un site, le passer d'un nom de domaine à un autre, d'un hébergeur à un autre, ça c'est des cas assez courants, et quand on ne sait pas y faire, mais forcément il y a une petite frayeur. Alors qu'en réalité, quand on a la méthode, tout est ultra facile, et c'est avec confiance qu'on peut dire à un client, bien sûr, oui, on peut faire ce changement-là. Mais si on s'arrêtait là, on n'aurait que les compétences techniques, on serait un profil purement technique. Alors c'est bien pour qu'un site existe, soit pérenne et durable, ok, il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est que les clients veulent plus que ça. Ils veulent des sites visibles, par exemple. Il faut que dans les moteurs de recherche, ils soient bien référencés. Donc on n'a pas d'autre choix que d'apprendre des compétences transversales comme le référencement naturel. Et à ce titre, pour qu'un site soit référencé correctement, il faut que le texte soit de bonne qualité. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix, là aussi, que de comprendre les rouages de la communication, de la rédaction web, de la rédaction persuasive avec le copywriting. Il faut avoir un petit peu toute cette culture et l'insuffler dans tous nos projets pour que d'un coup, un site ne soit pas juste un assemblage technique, mais également un élément de communication et même de vente qui va être visible dans les moteurs de recherche. En fait, si on n'a pas ça, on a des clients qui viennent vers nous, on leur fait un site et déjà, on n'a pas forcément de service récurrent à leur proposer après, alors qu'on pourrait travailler le référencement un petit peu sur le long terme. Et puis surtout, quelques mois, quelques années plus tard, ils vont dire « Oh ben, oui, mon site, il ne m'a pas apporté grand-chose. » Forcément, il suffisait de faire du référencement dès le début et c'est pas si compliqué que ça. Donc en fait, un freelance qui aujourd'hui peut dès le début faire du SEO va permettre à son client d'être plus visible, d'avoir des résultats et ce client sera plus content et pourra se dire ben, c'était un bon investissement, tiens, est-ce qu'on peut pas aller plus loin avec ce freelance-là? En fait, là où c'est super intéressant, quand on met le doigt dans l'engrenage avec WordPress, c'est qu'on se dit au début c'est que technique, puis finalement, ah tiens non, il y a d'autres disciplines à côté. Mais ces disciplines elles seules pourraient prendre des mois, des années à être acquises. Mais en réalité, à chaque fois et dans tous les domaines, il y a un petit peu ce principe de 20-80, c'est le principe de Pareto. Donc en fait, en comprenant à peu près 20% d'une discipline donnée, on peut déjà arriver à 80% des résultats. Donc un site qui est un petit peu référencé, déjà, il peut apporter pas mal de visibilité, contrairement à plein de sites qui n'ont même pas ce petit niveau-là qui pourrait être attendu pourtant. Voilà, du coup, je vous ai parlé du référencement naturel, mais en réalité, le web design, c'est tout aussi, voire plus important pour les clients. Parce que, ok, un site visible, certains disent « Ah bon, on peut être visible », ils ne savent pas. Mais un site beau, ben vous savez quoi? Tous les clients attendent ça. Et pourtant, c'est pas donné à tout le monde. En fait, avoir un bon œil, savoir ce qui est beau, ce qui ne l'est pas, ce qui est harmonieux, ce qui au contraire est un fatras de je ne sais quoi, ben en fait, ça, c'est le web design. C'est également l'ergonomie, c'est également l'accessibilité. C'est pas mal de disciplines qui, si on les insuffle dans nos créations, permettent de faire des sites qui, d'un coup, d'un seul, auront un look professionnel. En dessous, c'est amateur, et ça se voit, et peut-être que des clients non avertis se diront « Oui, bon, ça va, c'est un site. » Mais d'autres se diront « Ah ouais, mais non, mon client là-bas, lui, il avait un site, il était beau, et moi, à côté, regardez la bouse que j'ai. » Donc en fait, on n'a pas d'autre choix que de savoir faire suffisamment de web design là aussi, si on veut être crédible, et si on veut que notre client à la fin se dise « Ah oui, j'ai pas été floué. » Voilà, je vous ai dit qu'un site, en gros, c'était visible potentiellement, que c'était beau aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un autre aspect qui est souvent sous-estimé, c'est le fait qu'un site réponde tout simplement aux contraintes réglementaires. Bah oui, que ce soit au niveau des mentions légales, du RGPD, des cookies, de la politique de confidentialité. On a tous ces éléments-là que nous devons savoir faire, nous, webmasters. Alors, on n'a pas besoin d'être des juristes ou des experts avec un bac+8, mais il faut quand même savoir suffisamment le faire pour s'assurer que les créations qu'on livre à nos clients respectent la loi, que eux ne se feront pas attaquer, et du coup, nous ne nous attaquons pas en retour. Donc si on veut dormir correctement la nuit, bah, autant faire ça dès le début, et assurer à nos clients que ce qu'ils ont va respecter toutes les règles qui entourent leur business. Alors après, je ne veux pas vous faire peur, ces obligations légales, c'est pas que les sites WordPress, c'est tous les sites de manière générale, et plus on fait des sites complexes et e-commerce, plus il y a d'obligations, mais ça encore, ça s'apprend relativement facilement, avec du 20-80, on arrive très rapidement à avoir de bons documents modèles et le client peut les personnaliser. On peut mettre des assemblages techniques en place pour limiter la collecte de données, pour ne pas faire n'importe quoi, être trop crade. Et en fait, c'est relativement facile une fois qu'on a les clés. Et l'avantage, en connaissant tous ces multiples 20-80, c'est que vous allez sortir du lot beaucoup plus rapidement. Parce que vous, dans vos devis, vous allez mettre pas mal de lignes
et vous montrerez que vous avez bien compris le projet et que vous avez tout anticipé. A contrario, vous aurez face à vous des concurrents qui, eux, n'ont pas forcément cette approche-là, pourtant ils sont là depuis super longtemps, et donc forcément, vous serez plus convaincant et vous signerez plus de clients qu'eux. Pour résumer, une seule source d'apprentissage pour avoir les compétences techniques, les compétences transversales pour faire de vous un profil hanté et ainsi vous différencier en quelques mois, aller vers un niveau que d'autres n'ont même pas alors qu'ils sont là depuis plus longtemps que vous sur le marché. Sauf que, là encore, ça ne suffira pas. Ces compétences techniques, elles sont indispensables, mais si jamais vous n'avez jamais fait de vente par le passé, vous allez rencontrer un autre problème, c'est votre incapacité à vendre vos prestations ou même à vous vendre. Et après tout, c'est assez normal. Est-ce que vous avez déjà été vendeur par le passé? D'ailleurs, vendre en France, c'est pas forcément bien vu. Le vendeur, il arnaque, le vendeur, il prend plus qu'il ne donne. Et en réalité, souvent on se sent mal. On est vraiment mal à l'aise par rapport à ce rapport à l'autre. On est en train d'essayer de prendre quelque chose. Il faut totalement changer son rapport à la vente pour pouvoir avancer et signer ses premiers contrats. La clé dans tout ça, c'est de raisonner en problème et en solution. Et donc pas d'essayer de vendre des solutions à des personnes qui n'ont pas de problème. Il va falloir auditer ça. Il va falloir s'assurer en fait de cette adéquation. Alors parfois des prospects viennent vers vous et vous disent j'ai des problèmes, à vous de les qualifier. Tous les problèmes ne méritent peut-être pas votre solution, mais on est vraiment dans cette optique où on n'est pas en train de prendre ou de refourguer sa came. En réalité, on est là pour apporter un service au monde. Certains en ont besoin, d'autres non. À nous de faire le tri pour trouver les personnes qui ont besoin de nos services. Et du coup, si on raisonne en problème et en solution, il faut savoir pour quel problème un site internet est une bonne solution. Par exemple, si on veut être visible, bah oui, effectivement. Si on veut vendre en ligne, oui. Alors d'ailleurs, vendre, c'est pas forcément que du e-commerce, hein. C'est promouvoir ce que l'on fait, convaincre et avoir des personnes qui nous contactent pour faire appel à nos services, pour acheter des prestations. Même un élagueur peut avoir besoin d'un site internet pour être suffisamment visible et avoir de nouveaux contrats autour de chez lui. Donc ça, ce sont de bons problèmes. En fait, un site internet, c'est un outil de communication et de vente. Et tant qu'on ne voit pas les sites comme ça, on passe à côté du plus gros. Les autres se disent que non, un site c'est quoi? C'est du code, c'est un assemblage technique. Mais non, ça a une vraie utilité. Et une fois qu'on a compris l'utilité, alors on peut chercher des personnes qui ont des problèmes et de vente et de communication. En fait, le problème, c'est qu'il y a un changement d'état d'esprit qu'il faut opérer. Et la clé pour s'en sortir, ça va être de s'intéresser réellement au business de nos prospects et de leur poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, si on n'a que des conversations de surface qui portent sur les fonctionnalités, les pages, et ci et ça, on oublie le plus important. On devrait demander à quelqu'un qui avait déjà un site et du coup, il vous a apporté du business? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un avant, un après? Et si votre site a perdu des positions dans les moteurs de recherche, est-ce que d'un coup, le téléphone n'a plus sonné? Il faut vraiment s'intéresser et toujours reboucler comme ça. Est-ce que le site permet d'avoir de nouveaux clients? Ou est-ce qu'il entretient une clientèle déjà présente en fait? Mais il faut qu'on se rapproche de l'argent. Il faut se rapprocher du business. Il faut devenir un partenaire d'ailleurs business et avoir de vraies conversations à cœur ouvert avec nos prospects. Au début, ils vont peut-être être sur la réserve. Ils vont peut-être être un petit peu réticents en mode « c'est quoi ces questions? Moi, je voulais juste parler de 5 pages et d'un formulaire. » Non, non, non. On est là vraiment pour dire « vous savez quoi? Moi, je réfléchis un petit peu différemment. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous. » Et plus on ouvre la discussion, plus on ouvre la fenêtre, plus on va apprendre des choses. Plus on fera ça avec plein de prospects, plus on y verra clair et tout deviendra super facile après. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? En fait, il faut avoir une trame de rendez-vous découverte qu'on applique à chaque fois, systématiquement, avec chaque prospect, pour poser les bonnes questions, ne pas en oublier certaines, pour aussi, si le prospect nous embarque dans ses réflexions, ramener dans notre déroulé et ainsi repartir de là avec les bonnes informations. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est un pas de côté. Là où certains pourraient se dire, en fait, pour pouvoir vendre des sites plus chers, je dois faire des sites plus conséquents, plus volumineux, plus techniques. En fait, moi, je dis au contraire, mais non. Pas du tout. Il faut avoir des conversations différentes et donc il faut aller vers le business. Ce qui veut dire que quelque part, se concentrer trop longtemps, trop souvent sur les problématiques techniques nous font oublier l'enjeu principal du client, la communication et la vente. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec des sites qui sont peut-être moins riches en fonctionnalités, mais qui ont été réfléchis différemment, on peut avoir déjà plus de résultats. C'est tout bête, hein, mais admettons qu'un client soit venu pour un site vitrine de 5 pages, et qu'en réalité on dise non, mais vous savez quoi, on va également faire une landing page, une page d'atterrissage. Et peut-être que du coup, parce qu'il y avait déjà, admettons de la pub, des liens sponsorisés, des choses comme ça, on redirige ce trafic vers une page plus simple, techniquement, mais plus dense du point de vue copywriting et au niveau du texte et des images, alors on va peut-être avoir plus d'opportunités, plus de chiffres d'affaires générés. Et c'est tout simplement comme ça que, quelque part, oui, on retire la technique, on met plus
de commercial, de communication, et qu'on peut réussir à apporter plus de valeur, ou en tout cas plus d'espèces sonnantes et trébuchantes à un client. Du coup, il y a un mythe, ou en tout cas il y a un chiffre qui tourne. Certains vous diront qu'on ne peut pas vendre un site plus de 1000 euros. D'autres vous diront 1500, 2500, quelque chose comme ça. Au début, quand on démarre, c'est vrai que le plus facile, c'est de se dire, en fait, j'ai besoin de tant de jours de travail pour faire un site, et du coup, je multiplie par mon TJM, mon taux journalier moyen, et ça me donne le coût du projet. Ce qui est vrai et ce qui est génial pour démarrer, franchement, il ne faut pas réfléchir plus loin. Mais c'est vrai que du coup, en réfléchissant à ajouter d'autres compétences, d'autres disciplines transverses à un site, mécaniquement, on va rajouter du temps de travail, qui en plus a une vocation à générer un retour sur investissement. Et c'est comme ça que, quelque part, on pourrait se dire, oui, un site vitrine assez classique, 1000 euros, mais si je commence à soigner un peu plus le web design, si je sous-traite un petit peu de photographie, si je fais du copywriting, si je fais un petit peu tous ces éléments-là, finalement, j'arrive à 2000, 3000 euros, et peut-être que je produis beaucoup plus de valeur ainsi avec un site plus cher qu'avec le site raboté au maximum. Et en plus de ça, un webmaster assez classique part du principe que le projet, il démarre après la signature et se termine à la livraison du site. Mais c'est qu'une partie de la chose. Parce qu'au contraire, on peut se dire que ça, c'était le point de départ, et tout ce qui se passe après, tout ce qu'on peut rajouter en référencement naturel, des articles de blog qu'on va ajouter, pas mal d'optimisations qu'on peut faire par la suite, peuvent représenter des revenus récurrents super intéressants. Moi, par exemple, c'est vrai que mes premiers sites, je les ai vendus à 390 euros et c'était le strict minimum, c'était prestations low cost, clientèle low cost, tout low cost, on va pas bien loin. Et c'est pas ces sites-là qui ont fait de la magie après. Par contre, c'est vrai que quelques mois plus tard, un même site pouvait coûter, admettons, 1000 euros, mais derrière, j'ai pu signer de la maintenance ainsi que du référencement naturel, des forfaits à 400 ou 500 euros par mois pendant plus de 6 mois. Et donc, ce qui veut dire que finalement, le récurrent et tout ce qui se passe après la livraison du site représente finalement plus de chiffre d'affaires que le projet initial. Ce qui fait qu'au début, on se dit que, je sais pas, pour remplir une année, il faut peut-être trouver 20 clients. Parce qu'on se dit que ce sont des clients one-shot, des clients à qui on fait un site, un site, un site, un site. Mais au fur et à mesure du temps, si on propose des prestations récurrentes et à forte valeur ajoutée, on peut se dire qu'on n'a pas besoin de trouver 20 clients par an, peut-être plus que 10, parce qu'en réalité, il y en a déjà 5 qui prennent pas mal de notre temps, pour qui on fait du référencement naturel tous les mois, qui ont de plus en plus de résultats, qui ont envie d'investir plus dans le web, avec nous ou avec d'autres prestataires d'ailleurs. Mais du coup, on a besoin de moins en moins de trouver de clients parce qu'on a des revenus récurrents qui prennent de plus en plus de place dans notre chiffre d'affaires. Du coup, imaginez. En fait, peut-être qu'au début, on voit l'activité de webmaster comme étant le fait d'acquérir de nouveaux clients tous les mois. Et après, peut-être qu'au bout d'un moment, on a suffisamment de clients intéressants qui nous prennent des prestations récurrentes pour se dire, mais finalement, pour gagner 3000 euros de chiffre d'affaires par mois, j'ai peut-être besoin de 6 clients, 6 anciens clients qui vont me payer 500 euros chacun tous les mois. Et peut-être que ces 500 euros chacun, c'est peut-être 2 heures par semaine par client. Donc 10 heures par semaine, 3000 euros de chiffre d'affaires. Pas mal. Mais c'est vrai que pour ça, il faut apporter de la valeur avec d'autres compétences que juste l'assemblage ou la création d'un site internet. Alors forcément, là, je vous envoie très loin. Je vous dis, après plusieurs mois ou plusieurs années, on arrive à ça. Au début, ça ressemble pas, mais alors pas du tout à ça. Au début, une fois qu'on a acquis les compétences techniques, déjà, il va falloir se faire la main. Il va falloir ne pas se contenter des exemples qu'on voit en formation, des sites fictifs qu'on peut faire par-ci par-là. Il faut se dire, déjà, mon premier site, mon premier client bien exigeant, ce sera moi-même. Ça, c'est la base. On essaie de se faire le meilleur site qu'on puisse se faire à soi-même. Et ensuite, on va chercher d'autres clients, les premiers clients complaisants, qui sont dans notre réseau proche ou qu'on connaît par réseau interposé, des personnes qui vont être OK pour nous confier un site, que ce soit une création ou une refonte, à prix cassé, forcément, parce que ces personnes-là vont essuyer les plâtres. Elles vont devoir tolérer le fait qu'au début, on tâtonne. C'est peut-être pas ultra rapide, on n'est peut-être pas très bon en communication, en relation client. Peut-être qu'on va devoir refaire des choses parce que c'était pas bien fait du premier coup. Et c'est normal, il faut passer par là. Il faut avoir son propre site et plusieurs autres sites pour constituer son portfolio et pouvoir prouver en fait à n'importe qui après qu'on fait bien ce que l'on dit qu'on fait. Et en plus, quand on fait des sites, c'est pas que pour soi, on sait faire des sites pour d'autres personnes. En fait, cette troisième étape, elle peut être faite ultra vite. Enfin, ça dépend de la motivation de chacun. Mais déjà, son propre site, alors au début, on est ultra dur, on veut que tout soit parfait. Allez, ok, son propre site, pourquoi pas au tout début, une semaine. Mais vraiment parce qu'on est en train de s'entraîner et que ça doit faire partie de ses compétences et que c'est la suite de la formation quelque part, si vous voulez. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche des clients, ou si jamais on n'a vraiment personne de chez personne autour de nous, on pourrait faire des sites fictifs. On pourrait se dire, tiens, je vais faire un restaurant fictif. Ou au contraire, un restaurant que vous aimez bien, à qui vous ne proposerez jamais la prestation, parce que peut-être que vous n'osez pas, mais faites comme si vous faisiez sa refonte, faites-le en local, peut-être sur votre ordinateur, et ensuite, ça pourra faire un élément de portfolio
convaincant, quitte à ce que vous l'anonymisiez, et comme ça, tac, vous avez fait un site. Mais faites-le vite, faites-le peut-être en 1 jour ou en 2 jours. Entraînez-vous, en fait, juste après, à faire des sites de plus en plus vite, de plus en plus efficacement, et montrez une diversité de cas. Peut-être qu'un restaurant c'est bien, peut-être qu'un salon de coiffure c'est bien, peut-être qu'il faut trouver différents métiers comme ça, qui pourraient être représentatifs au début de ce que vous pourriez proposer. Du coup, si tout se passe bien, à l'issue de ces 1, 2, 3 semaines pendant lesquelles vous travaillez votre art, vous devriez avoir un portfolio. Et ce portfolio, il faut qu'il ait au minimum 3 éléments. Alors j'ai envie de vous dire, strict minimum, votre site qui contient 2 éléments de portfolio, mais pas en dessous franchement. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez besoin d'un site de plus, faites-le en 1 jour supplémentaire et rajoutez une réalisation. Montrez que vous savez travailler dans divers métiers, divers secteurs, que vous pouvez faire des choses crédibles. Parce qu'une fois que vous aurez ça, vous aurez la preuve suffisante pour aller chercher les clients suivants. Et cela, le but, c'est qu'ils payent le vrai tarif, pas un prix bradé, parce que eux ne devraient plus essuyer les plâtres. Ils devraient avoir droit à une prestation professionnelle. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes sorti de ce portfolio, il y a une grande question qui va flotter autour de vous, c'est OK, dorénavant, comment je les trouve mes clients? Certains pourraient se dire, en fait, je vais faire mon propre site et je vais attendre qu'ils se référencent bien, je vais faire des petits trucs et puis les clients arriveront tout seuls. Non, ça marchait il y a peut-être 10-15 ans. Aujourd'hui, plus trop. Peut-être que je vais faire mon profil sur Malte, que je vais l'optimiser et que les clients et les devis vont pleuvoir. Non, toujours pas. Mon profil LinkedIn et je vais peut-être publier des choses tous les jours? Non, pas au début. En fait, le problème, c'est que quand on démarre, et d'autant plus après un parcours de reconversion, on ne maîtrise pas forcément son art, on n'a pas forcément des choses super intéressantes à dire, on n'a personne qui nous suit. Non, miser sur la chance et avoir des stratégies comme ça, un petit peu trop passives, où on attend des clients, c'est pas la meilleure façon d'utiliser justement son temps. Alors vous pourrez me dire, mais non, mais il y a plein de contre-exemples. Il y a un tel qui a explosé grâce à LinkedIn, l'autre sur TikTok, il réussit à vendre ses prestations. Ouais, bien évidemment. Mais ça en fait, c'est des cas particuliers, ça tient du hasard, de la chance, c'est le top 1% qui vous raconte comment lui a fait, mais si vous essayez de faire pareil, il y a de très fortes chances que vous, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que vous aimez jouer à la roulette, mais c'est pas trop l'esprit de la maison. Nous on préfère dire que quand on a tout son temps au début, il faut aller chercher les clients activement, un par un, sans miser sur la chance. En fait, ce qu'il faut au début, c'est une méthode qui permette de façon prédictible de se dire que si je passe 10 heures à chercher des clients, j'en ai au moins 2. Et ça, c'est génial. C'est plus la chance, on contrôle, on fait comme on l'entend, on ouvre, on ferme les vannes. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez la compétence d'aller trouver par vous-même les clients, vous l'utilisez quand vous le souhaitez. Le problème, c'est que ça fait peur. C'est qu'il faut se confronter à ces démons. Ça va être la peur de déranger, la peur de vendre, la peur de se vendre, parfois la peur de réussir aussi dans des cas plus particuliers. Mais en fait, la clé pour nous, c'est de prospecter. Prospecter. Il y en a plein pour qui ça fait vraiment, vraiment peur. Parce que la prospection, en France notamment, c'est le spam. C'est le fait que vous avez un opérateur téléphonique qui vous appelle, vous faisiez autre chose, vous n'avez pas envie. Ça, c'est la prospection crade, méchante, c'est du volume, c'est... Voilà, on tire au bazooka. Il vous faut, à contrario, une méthode de prospection beaucoup plus fine, beaucoup plus douce et beaucoup plus orientée vers les problèmes et les solutions. Comme ça, vous n'allez pas déranger plein de gens pour essayer de vendre à tout prix vos services. Vous allez trouver des personnes qui ont potentiellement besoin de vous et vérifier avec elles si oui ou non quelque chose peut se faire. Et la prospection, c'est pas si compliqué que ça se fait notamment en 5 étapes. Tout d'abord, il y a le sourcing. On va devoir chercher autour de chez soi au début, parce que c'est peut-être le plus facile, le plus réconfortant, plein d'entreprises pour voir si elles ont des sites. Et ça, déjà, il nous faut faire ça par différents secteurs, différents métiers, remonter, prendre un prospect potentiel, chercher tous ses concurrents et avoir une grosse source qu'on va pouvoir étudier. Parce que la deuxième étape, c'est la qualification. Et donc là, on va devoir aller sur chacun des sites, les auditer très rapidement pour se dire, y a-t-il des problèmes? Est-ce que ce site est trop moche? Est-ce que ce site est trop lent? Est-ce que ce site est pas du tout sécurisé en fait? Est-ce que ce site a été même piraté? Ce serait pire. Mais on va regarder tous ces indices-là pour se dire, ok, cette personne-là, ça sert à rien que je la contacte. Par contre, celle-ci, j'ai peut-être mes chances. Une fois qu'on a trouvé un prospect qui a des problèmes, il va falloir réussir à le contacter. Qui est une étape un petit peu compliquée en fonction des entreprises. Parfois, on n'a qu'un formulaire de contact sur le site, une adresse contact qui traîne. Si on appelle, c'est le standard téléphonique. Quelqu'un va nous filtrer, nous empêcher d'arriver jusqu'au décideur. Donc là, ça va demander pas mal de méthodologie pour essayer de croiser différents signaux, pousser les recherches, parfois aller sur LinkedIn, trouver des numéros de téléphone là où ils ne devraient pas forcément être disponibles, chercher la bonne adresse email de la bonne personne. Et ça, c'est une étape cruciale parce que sinon, forcément, on va envoyer plein de messages dans une boîte qui n'est peut-être même plus consultée, qui ne reçoit que du spam. Et donc, tous nos efforts ne serviraient à rien. Bon, suite à ça, il va forcément falloir démarcher. Il va falloir trouver le premier message. Est-ce qu'il est écrit? Est-ce qu'il est oral?
donc au téléphone? Est-ce qu'il est avec une vidéo? Ça c'est plus moderne, c'est sympa aussi. À vous de déterminer en fonction de votre personnalité, de votre aisance, tout en sachant que plus vous allez personnaliser et plus vous allez finalement mettre de vous dans ce premier message, plus vous allez maximiser vos chances de recevoir une réponse. Parce qu'en fait, à ce stade-là, quand on contacte quelqu'un, le but du jeu, c'est pas de signer, c'est d'avoir une réponse. C'est le premier enjeu. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui ne vous répondront tout simplement pas. Et pourtant, c'est génial. Cette étape est fondatrice. Vous allez devoir être confronté, non pas à la peur du rejet, non, c'est plutôt le fait de travailler dans le vide, en fait. Tout simplement d'avoir personne qui vous répond face à vous. Mais c'est normal. Et après, vous serez immunisé. C'est comme un vaccin. Après, ça ne vous fera plus rien. Au début, on se dit oh, « j'ai fait tout ça pour rien ». Non, non, mais attendez, on n'est pas là pour que sur 10 personnes, 10 vous répondent. Si 4 vous répondent, c'est déjà génial. Bon ça, je vous dis 4. 4 c'est bien, sauf que c'est pas après un premier message que ça va marcher. En réalité, la 5e étape, c'est des relances. Des relances plus précises, plus ciblées, graduelles. Peut-être qu'à la fin, on va même se rendre en physique dans l'entreprise pour dire « vous savez quoi? J'ai préparé ce rapport pour vous. À vous de voir. » Mais 4 sur 10, c'est génial, sauf que il va falloir ruser, relancer et se dire d'ailleurs que quand on relance, on n'est pas en train de déranger. On est en train de dire, vous savez quoi? Je vous ai écrit, j'ai pas eu de réponse, peut-être que vous étiez occupé et maintenant vous avez le temps pour me lire. Donc là, avec de bonnes relances, on a 4 personnes qui nous répondent. Peut-être qu'au final, il n'y en a que 2 avec qui on a des rendez-vous découvertes. Peut-être qu'il n'y en a que 1 avec qui il y a un bon feeling, avec qui on va signer. Mais il n'empêche que là, on aurait contacté 10 personnes pour avoir un contrat. Ça n'a pas l'air rentable comme ça, ça a l'air d'être de l'énergie dépensée un petit peu trop inutilement, mais autant vous dire que c'est quand même la meilleure façon avec laquelle on puisse utiliser son temps au début quand on démarre. Et puis ça nous apprend tellement de choses sur la communication, sur les problèmes, sur comment contacter les entreprises, comment elles fonctionnent, ce qu'elles pensent de leur concurrence. On va tellement s'enrichir dans le process que déjà ça, c'est génial. Bon, après je vous en parle avec énormément d'enthousiasme, mais vous pourriez me dire « ouais mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, je veux pas toutes les semaines prospecter, prospecter, prospecter ». Et il n'y aura pas besoin. En fait, au bout d'un moment, le bouche à oreille va prendre le relais, on va avoir un effet boule de neige. Plus vous aurez de clients, plus vous aurez de réalisations, plus vous pourrez bénéficier de leur réseau. Il suffit de poser quelques petites questions à la fin en mode « est-ce que vous n'auriez pas un confrère ou une consoeur qui aurait besoin de mes services ?» Faites ça à chaque fois et au bout d'un moment, en fait, vous aurez uniquement des demandes entrantes, plus besoin de démarcher, sauf si vous sentez que d'un coup, les contrats commencent à se raréfier. Mais l'avantage, c'est que la méthodologie, vous l'aurez déjà poncée, vous la connaîtrez, vous serez même à l'aise avec ça. Il faut redémarrer, c'est pas grave. On réouvre les vannes, on recommence la prospection et c'est reparti avec cette fois-ci plus de bagages, plus d'aisance et donc plus de facilité pour aller chercher les nouveaux contrats. Grâce à cette méthode, grâce à ces 4 étapes, vous allez pouvoir devenir freelance WordPress et vivre peut-être de votre activité avec 2000, 3000, 4000, 5000 € par mois. En fait, vous allez avoir les clés pour concevoir votre activité avec vos règles, vos horaires et finalement, elle pourra s'adapter à votre vie. Alors je ne dis pas que ce sera facile. Il faut d'abord un bel investissement personnel pour se former, pour apprendre de nouvelles compétences qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, mais à la fin, ça vous permet d'avoir soit une activité peut-être très lucrative et très intense, peut-être au contraire que vous voudriez travailler à mi-temps et remplacer votre salaire précédent. On ne juge pas, chacun peut y mettre l'ambition qu'il veut. Si cette vidéo vous a parlé, sachez que c'est notre expertise que d'aider des personnes à monter en compétences sur WordPress, monter en compétences côté business, pour vivre de leur activité, pour remplacer leur salaire. Ça dépend des ambitions. Alors justement, si vous voulez qu'on en parle, réservez un appel avec quelqu'un de mon équipe. On pourra étudier votre situation personnelle, professionnelle, votre ambition, vos projets, et voir si on peut vous aussi vous accompagner. Vous trouverez sous la vidéo le lien pour prendre rendez-vous, un calendrier, pour choisir le créneau qui vous convient le plus, et ainsi, nous pourrons parler de votre projet. À très vite.